bonjour. Alexandre, Charles, merci d'être avec nous aujourd'hui. La ShareBoxer, je vais donc lancer plusieurs questions. Première question, certaines entreprises sont-elles de bons clients pour lever des fonds et d'autres particulièrement de mauvais clients? Si on doit lever des fonds, il faut le faire en tout cas avec les bonnes personnes. Est-ce que c'est des purs financiers? Est-ce que ça peut être un industriel, family office ou autre, des amis? En tout cas, pour moi, la réussite d'une société, elle passe par l'humain. C'est clairement une boîte, ce sont des hommes. Et donc, ce sont des hommes qui font un peu déjà les produits et qui font l'énergie ou l'ambition d'une boîte. Donc, c'est pas juste un ou deux associés. Après, derrière, quand on doit lever des fonds, il faut trouver aussi les bonnes personnes qui adhèrent, on va dire, à cet esprit, qui adhèrent à cette ambition et qui vont vous accompagner justement un peu dans ce délire-là. En fait, c'est vraiment une boîte, c'est ça, c'est une énergie d'homme qui veut aller exploser la planète. Je remarque que Charles ne répond pas à la question. La question, c'est est-ce qu'il y a des bons clients? Il nous dit que c'est une histoire d'homme. On est tous d'accord, c'est une histoire d'homme, il n'y a que des entrepreneurs dans la salle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, il y a évidemment des stratégies d'investissement. Donc, si vous êtes dans la stratégie de portefeuille d'un fonds, parce qu'il est dans une filière, il veut compléter justement ses investissements dans la chaîne de valeur, vous êtes un bon client. Un bon client, c'est quelqu'un qui amène un BP crédible où le fonds va faire au moins x2 et 15 ou 20% de TRI minimum par an. Ça, c'est un bon client. Voilà. C'est ce que vous répondez, Charles. Et ça, Charles ne veut pas le dire devant vous, parce qu'il a honte. Ce qui est bien, c'est que en France, il y a beaucoup d'argent. En fait, quand on parle de crise, il n'y a plus d'argent, mais en fait, il y a beaucoup d'argent, surtout en ce moment. Et c'est vrai que il y a des secteurs d'activité qui plaisent plus que d'autres. Donc la tech en fait bien évidemment partie. Y a-t-il des secteurs d'activité où les levées de fonds sont totalement inutiles? Non, moi je pense que n'importe qui a besoin. C'est-à-dire demain, si je veux monter une boulangerie et je veux la faire grande, super bien placée, avec un super design, avoir 4, 5, 10 salariés, parce que je veux améliorer ma productivité, vive les banques, vive peut-être les fonds. Soit on n'est pas ambitieux, on se prend une petite boulangerie perdue entre guillemets dans la pampa, soit on veut être, je sais pas, Paul ou ouvrir la première boulangerie sur les Champs-Élysées, et puis on va faire le meilleur gâteau, et puis ce gâteau va être acheté par le monde entier, et puis je vais en monter 200, 300, 1000, 5000 dans le monde, et faire un leader mondial de la boulangerie. Aujourd'hui, vendredi 27 mars 2015, Charles Gros déclare devant tout le monde « Vive les banques, vive les fonds ». Voilà, il va dire « Vive le TRI » après. Alexandre, pour préparer sa levée de fonds, y a-t-il une checklist idéale? Je sais que vous aimez bien cette question. Il y a une méthodologie, clairement. Elle n'est pas intuitive. Il vaut mieux se faire accompagner, très honnêtement. On passe tous nos nuits sur nos BP, etc. Donc on se dit c'est bon, je vais faire ma levée de fonds tout seul. Mine de rien, le process pour arriver au closing, il est quand même un peu lourd et il vaut mieux se faire accompagner. Donc c'est pas une checklist, mais il y a effectivement une méthodologie qui passe aussi par une mise en concurrence. Donc voilà, il vaut mieux avoir un intervenant externe, ça facilite largement les choses. J'ai pas d'entreprise de M&A, donc je peux le dire plus facilement. Charles? Ouais, alors, moi, il pourrait y avoir un nombre de points à valider, mais la checklist, moi, la plus importante, et il faut en faire une, c'est avec qui? Est-ce que c'est un fonds industriel? Est-ce que c'est un fonds ultra financier? Est-ce que c'est un fonds franco-français ou un fonds plus anglo-saxon? Londres, les US, est-ce que ce sont des gens qui peuvent vous apporter du business ou pas? Clairement, il y a des fonds qui vont être plutôt dans une logique très financière, qui n'ont peut-être pas forcément des contacts industriels, ou d'autres qui ont vraiment la main sur un portefeuille de clients à terme potentiel. Donc ça, c'est peut-être le checklist en tout cas à faire. ShareBoxer, la levée de fonds est-elle une fin en soi? Non, pas du tout. Alors, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. C'est pas une fin en soi parce que la fin d'une entreprise, c'est de rendre ses clients heureux, ses employés heureux et effectivement ses propriétaires heureux, mais ils ne sont pas encore là. Une fois qu'ils sont là, effectivement, c'est de rendre les actionnaires heureux, mais la levée de fonds, c'est un moyen pour financer la croissance, c'est tout. Charles, vous voulez réagir? Ouais, moi je suis entièrement d'accord, parce que c'est first le client. Le but, c'est de satisfaire aux clients et de les garder dans la durée. Clairement, on a des clients qui nous sont fidèles depuis 2 ans, 2 ans et demi. C'est bien, c'est eux qui font notre business, c'est eux qui vont faire notre croissance. Donc, premièrement, c'est la satisfaction client. Et je crois qu'il y a certains qui l'oublient en voulant peut-être lever des fonds peut-être trop rapidement ou qui n'en ont pas besoin. Mais on leur montre peut-être
ces réussites qui effectivement sont passées par des jolies levées de fonds, je pense qu'il ne faut pas oublier dans un premier temps, c'est d'aller consolider du business et d'être focus business, parce que ça prend également du temps, ça peut être donc très long, ça peut être très chronophage, ça peut vous bouffer un peu le cerveau de temps en temps, et donc oublier effectivement l'aspect business. On parlait de timing, Charles, vous parliez de timing justement. Comment savoir si son entreprise a vraiment besoin de lever des fonds et quel est le bon moment? Quel bon moment, c'est peut-être se dire, là, cet argent, en tout cas, il va vraiment me servir à quelque chose. Parce que lever des fonds pour juste lever des fonds et se dire, faire quoi, quelques coupures de presse, oui, je levé 10, 15, 100 millions, parce qu'il y a des levées à 100 millions. Après, des gens comme Blablacar, là, ou Sigfox ont levé quand même des sommes stratosphériques, en tout cas pour la France. Mais ils en ont réellement besoin. Ce sont des gens que je connais un petit peu, notamment le fondateur de Blablacar. Voilà, quand on veut ouvrir effectivement les US, l'Inde, à terme, avoir tout le continent asiatique, ouais, ça demande quand même un peu de financement, à la fois pour la structure, l'opérationnel, et puis pour le marketing derrière. Donc voilà, je pense on en a besoin. Justement, à quoi doit servir cet argent, selon vous, une fois qu'on a levé des fonds? Déjà, je dirais... Loïc disait tout à l'heure, demande à ta femme. C'est une excellente réponse. C'est un peu limite, mais je voulais le redire devant tout le monde quand même. Et avec Charles, on s'est ému de cette réponse. C'est pas pour ça. Je ne vais pas faire mes amis auprès de la gente féminine. Non, c'est déjà pour embaucher. Moi, je dirais que first aussi, tu parlais d'employés, il y a le client et puis il y a les employés. Donc, une boîte, ça passe par effectivement une structuration humaine. Donc, quand on fait de la R&D, il faut de l'ingénieur, il faut des matheux, il faut des gens qui vont gérer les infrastructures. Et puis après, c'est peut-être l'international, quand on veut aller à l'international. Donc l'argent peut vraiment servir à ça. Et donc l'international, c'est à la fois encore de l'humain, c'est du marketing aussi. Je pense que le marketing, en tout cas pour nous, dans nos sujets, sont essentiels. En fait, la levée de fonds, enfin l'argent, on va dire le haut de bilan, il sert à financer ce qui n'est pas hypothécable, on va dire. C'est de l'intangible moyen et long terme. Voilà. Le reste, ça peut être financé autrement, notamment par les banques. Et je préconise d'utiliser un maximum le levier parce que c'est quand on emprunte à 3,50 plutôt que de lever des fonds à 15-20 l'année, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Seulement, un banquier, il va vous dire « Donnez-moi la facture du matériel que vous avez acheté pour que je puisse la régler. » L'investisseur, il va vous dire « Bon, quel est ton BFR l'an prochain ? Ok, il va vous essayer de vous le faire baisser à mort, et il a raison, et puis il va vous le financer. » Donc, c'est pas les mêmes destinations. Donc, tout ce qui est R&D, évidemment, tout ce qui est de la vente qui ne va pas produire son effet dans l'année, parce que si ça produit son effet dans l'année, une fois de plus, vous pouvez rembourser un emprunt. Si vous avez un bureau en Chine et que ça ne crée pas de vente avant 2 ou 3 ans, forcément, c'est du capital. Parlons maintenant un peu de la valorisation. Comment peut-on déterminer une valorisation sur une société en early stage? À la qualité des bullet points et du fond de la presse PowerPoint ou Keynote. Ça n'existe plus, la notion de valo. C'est-à-dire que la valorisation, c'est le calcul à l'envers de l'investissement fois le TRI divisé par la part de capital prise. Et donc on retombe sur une valo à l'envers. Parce que finalement, l'investisseur, il ne mettra de l'argent que s'il est persuadé qu'il va faire son rendement. Et c'est pas, je veux dire, c'est son métier, donc c'est pas, je critique pas. Et donc du coup, il faut juste que ce chiffre soit le même que le chiffre qui soit le bout des cash flows de votre business plan étalé sur 10 ou 15 ans. Il y a peu de deals qui se font sur une valo fixe et définitive où il n'y a rien qui bouge derrière. Il y a toujours des outils financiers qui permettent des révolutions, des dilutions, des choses comme ça. Donc, en tout cas, aux US ou dans ce monde-là, il y a des choses qui sont complètement aberrantes. Si on prend un peu les valorisations des boîtes du CAC 40 versus les valorisations des jeunes pousses de la Silicon Valley, je sais pas, une boîte comme Google, c'est pratiquement 500 milliards de valorisation. Une boîte comme Renault, c'est aux alentours de 25-30 milliards. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des boîtes comme WhatsApp, vous avez entendu parler, qui se fait racheter par Facebook. C'est une boîte qui fait 0 € de chiffre d'affaires, qui a 1 an et demi, montée par des gamins de 30 ans. C'est 19 milliards. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Oréal est valorisé 25 ou 30 milliards aussi. Donc, L'Oréal versus WhatsApp, une petite appli mobile que vous utilisez peut-être tous. Effectivement, il y a de la data, il y a de l'audience. Mais est-ce que ça vaut 19 milliards? Alors après, les deals, papier, pas papier, bon bref. Mais donc, c'est une autre planète là-bas.
Donc early stage, moi je peux arriver, je monte mon portage, je fais ça, c'est l'appli de demain, ça vaut 10 milliards. Et puis il y a les gars qui vont peut-être y aller, ouais ça vaut 10 milliards parce que dans 10 ans je te fais 100 milliards. Parce qu'elle sera utilisée par la moitié de la planète. Bon, il faut croire à l'histoire. Par rapport au montant, quel montant selon vous faut-il lever et quel pourcentage faut-il ouvrir aux investisseurs? C'est une question qui nécessite de regarder le dossier. Non, mais ce qui est hyper important, moi je pense, pour s'il y a des entrepreneurs donc, dans cette salle, ou en tout cas des jeunes entrepreneurs, la chose la plus importante sur des aspects financiers, c'est faites un BP, pour le coup, très travaillé, très, avec plein de lignes. C'est-à-dire que nous, on a un BP, mais qui est ultra poussé et qu'on change, alors pas tous les jours, mais qu'on change régulièrement en fonction des ambitions, du marché, et c'est là où peut-être justement, c'est quand on a bien fait le BP, là on le voit, là on l'a travaillé, on a passé des nuits entières à bosser ce truc, et d'ailleurs depuis le début, et on sait exactement combien on veut lever, parce que on sait que voilà, on a besoin de temps. Comment choisir ces investisseurs? Alors c'est très ouvert aussi. Est-ce qu'il faut les choisir en regard d'un développement à l'international? C'est ce dont vous nous parliez, Charles. Donc c'est un facteur hyper important à prendre en compte. Et puis après, est-ce que ce sont des gens qui peuvent vraiment bien vous accompagner, c'est-à-dire bien vous conseiller sur des aspects peut-être plus stratégie, organisation, management, passer des stades, parce que c'est pas évident de passer d'une boîte de quelques personnes à 50, 100 salariés, ou peut-être 200, 300, surtout quand c'est une première boîte peut-être. Donc ça, un partenaire peut vous aider là-dessus, je pense que c'est hyper important. C'est d'ailleurs une raison aussi principale d'une levée de fonds, au-delà des aspects financiers. Alexandre? Alors, on a dit donc c'est pas une fin en soi, on a dit c'est une nécessité. Faut aussi que ce soit un peu une envie. Donc faut qu'il y ait une envie de s'associer ensemble. Ça c'est la première chose, c'est fondamental. Parce que s'il n'y a pas d'envie au départ, je peux vous dire que quand ça se corse, il n'y a plus d'envie du tout, quoi. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que effectivement, et là j'ai découvert a posteriori, j'y croyais pas, mais il faut choisir des investisseurs qui peuvent vous apporter du business. Et j'y croyais pas. Mais comme je le disais tout à l'heure, finalement, c'est dans leur façon d'investir sur toute la chaîne d'activités qui entre guillemets, sont sur votre parcours à vous, que ce soit vos fournisseurs, que ce soit vos clients. Si c'est des gens qui sont dans ce secteur, alors là, ils peuvent vous aider, et notamment à l'international. Donc si vous avez un fonds chinois qui est dans les clean tech et que vous faites des radars laser pour l'éolien, et le premier marché c'est la Chine, c'est pas con d'aller les voir. J'aimerais faire une rapide synthèse. Est-ce que vous pourriez me résumer les 3 questions importantes à se poser quand on est entrepreneur avant d'opérer une levée de fonds? Non, mais c'est ambition, envie, et puis derrière, je dirais incontournable si on veut faire une jolie boîte internationale. Ouais, alors ambition ou vitesse, quoi. Enfin, c'est est-ce que j'ai envie d'aller vite et surtout est-ce que j'ai besoin d'aller vite. Si j'ai besoin d'aller vite, et je le répète, je pense que tous les gens qui sont dans la techno, enfin la plupart ont besoin d'aller vite, même s'ils ne le savent pas forcément. Et c'est, d'une certaine façon, c'est la première et seule question. Après, le reste, c'est de la mise en œuvre. Merci, chers amis, chers boxeurs, merci beaucoup.